Qu'arriverait-il si les cauchemars les plus glaçants ne naissaient pas de l'imagination, mais attendaient impatiemment leur heure dans les pages des bichos des archives d'Araspes historiques? Que se passerait-il si les scénarios les plus tordus et inquiétants avaient été écrits non par des maîtres de l'horreur d'Hollywood, mais par la vie elle-même dans un passé récent? Il existe une fine ligne au-delà de laquelle la fiction cède la place à une réalité glaçante. Et lorsque cette ligne s'estompe de véritables histoires, émerge un comparé auquel tout film d'horreur semble être un conte inoffensif. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des gratifications. Merci, vous ne rêvez pas. Ce n'est pas de la fiction, mais de réels moments enfouis sous une couche de poussière dans des rapports officiels, des coupures de journaux et des souvenirs de témoins. Des pièges mortels dans la grotte de Nattipati, dans l'Utah, qui sont devenus le dernier refuge d'un jeune explorateur aux disparitions massives inexplicables et aux expériences terriblement terrifiantes qui ont échappé à tout contrôle. Des meurtres non résolus enveloppés d'un silence sinistre aux horreurs qui se déroulent à la lumière du jour. Voici les 20 mystères les plus effrayants et les événements les plus troublants de l'histoire moderne. Éteignez les lumières, nous commençons. Chacune de ces histoires prouvera que la plus riche des fantasmes ne peut se comparer à ce que la réalité peut créer. Que reste-t-il de la sainteté lorsque son enveloppe corporelle se soumet aux lois de la nature? En 1958, lorsque le pape Pie XII a quitté ce monde, le Vatican se préparait à offrir au monde un adieu empreint de révérence et de chagrin. Cependant, au lieu de cela, le monde a été témoin d'un spectacle grotesque où la foi a été confrontée à la biologie implacable. Le pape de son vivant avait rejeté les méthodes modernes de momification, se fiant à son médecin qui avait proposé une technique expérimentale de conservation à l'aide d'huiles aromatiques et d'herbes. Le corps du pontife a été enveloppé dans du cellophane et placé dans un sarcophage hermétique, espérant tromper le temps lui-même. Mais on ne peut tromper le temps. Un processus de décomposition rapide et répugnant a commencé pour des milliers de croyants. L'illusion d'éternité s'effondrait à chaque minute. La peau du pape a pris une teinte vert mort. Les gaz accumulés à l'intérieur ont gonflé sa cage thoracique, à tel point, selon les témoins, qu'elle a éclaté dans un bruit sourd. Une odeur suffocante et nauséabonde a envahi la place, faisant même reculer et perdre connaissance les gardes suisses aguerris. Ce n'était pas simplement un échec rituel, c'était une démonstration terrifiante que face à la mort, tous sont égaux. Tant le simple mortel que le représentant de Dieu sur terre. Le Vatican, en proie à la panique, a tenté de cacher le déshonneur en limitant les prises de vue et en étouffant les détails. Mais l'odeur de la vérité, tout comme l'odeur de la décomposition, était impossible à dissimuler. Cet événement est entré dans les histoires comme un sinistre rappel de la fragilité de la chair, même celle considérée presque sacrée. Il existe dans l'Utah un endroit qui n'est plus une grotte mais une tombe. Son entrée est bétonnée non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour qu'une personne y reste à jamais. En 2009, à la veille de Thanksgiving, un spéléologue expérimenté, John Edward Jones, a décidé d'explorer la grotte de Nattipati avec son frère. Cela devait être une aventure passionnante. Mais la Terre avait d'autres plans pour lui. En cherchant un passage connu, sous le nom de canal ancestral, John a commis une erreur fatale. Il a glissé dans une crevasse traîtreusement étroite, la tête la première, et la Terre a refermé ses mâchoires de pierre. Il s'est retrouvé piégé en position inversée, compressé de tous côtés dans un passage d'une largeur de 25 cm. Une bataille désespérée de 24 heures pour sa vie a commencé. Les sauveteurs, utilisant un système complexe de cordes et de poulies, ont essayé de le libérer de son emprisonnement rocheux. Mais chaque centimètre qu'il parvenait à prendre, la grotte le reprenait inéluctablement. Pour John, ce furent des heures de pur effroi. Le sang affluant vers son cerveau, son corps devenant lentement engourdi, et la prise de conscience que les murs qu'il aimait tant explorer étaient en devenus son sarcophage. Son cœur n'a pas tenu, extraire le corps était impossible. En accord avec la famille dévastée, les autorités ont pris la seule décision possible, sceller la grotte à jamais, en faisant un monument éternel à l'une des tragédies les plus claustrophobes de l'histoire. En 1978, dans les jungles impénétrables de la Guyane, le monde a découvert une scène horrible, plus de 900 corps soigneusement disposés autour d'un pavillon central. Des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants. Ils n'ont pas été tués par un ennemi, ils ont ingéré le poison des mains de leur leader, le révérend Jim Jones, comme étant ce qu'il a appelé un suicide révolutionnaire. Jonestown a commencé comme un mirage, un rêve d'une société parfaite sans racisme ni injustice.
Des milliers de personnes ont suivi Jones dans ce paradis sur Terre, fuyant les problèmes de l'Amérique des années 70. Mais le paradis s'est rapidement transformé en camp de concentration, dirigé par la paranoïa, la peur et le contrôle total des esprits. La fin est survenue lorsque le congressiste américain Leo Ryan est arrivé pour inspecter les rumeurs de violence et de détention. Voyant la vérité, il a tenté de faire sortir un groupe de déserteurs. Sur la piste d'atterrissage, ils ont tous été abattus par les hommes de Jones. Réalisant que son empire s'effondrait, Jones a convoqué ses partisans pour une dernière réunion. Il les a convaincus que des ennemis arrivaient pour torturer leurs enfants et détruire tout ce qu'ils avaient en construit. Le seul moyen, selon lui, était de partir avec dignité. Sous la pression de gardes armés et de partisans fanatiques, des centaines de personnes ont bu du punch au cyanure. Ce n'était pas un choix libre, c'était un massacre orchestré par un fou qui a entraîné avec lui dans la tombe tous ceux qui lui ont fait confiance. Au cœur des montagnes de l'Oural en 1959, une tragédie s'est déroulée qui reste encore aujourd'hui inexpliquée. 9 touristes soviétiques expérimentés pleins de vie et d'enthousiasme sont partis en randonnée et personne n'est revenu. Lorsqu'ils ont été retrouvés, la scène qui s'est présentée aux sauveteurs était si étrange et terrifiante qu'elle a engendré des décennies de spéculations. Leur tente avait été coupée de l'intérieur comme s'ils avaient tenté de fuir dans la panique face à quelque chose qui se trouvait juste à l'intérieur. Leurs corps étaient éparpillés sur la pente. Certains étaient pieds nus et dénudés, malgré le froid mortel. Mais le plus effrayant étaient leurs blessures. Certains avaient des côtes cassées et des crânes fracturés, mais sans aucune blessure externe, comme s'ils avaient été écrasés par une force monstrueuse. D'autres avaient les yeux et les langues manquants. Le rapport officiel a conclu que les touristes étaient morts à cause d'une force naturelle irrésistible. Mais quelle était cette force ? Une avalanche n'aurait pas laissé de telles blessures étranges. Une attaque d'hommes ou d'animaux aurait laissé des traces de lutte des essais militaires, des extraterrestres, des infrasons, provoquant la folie. Le passage de Dyatlov n'est pas seulement un mystère, c'est une plaie sur le corps de la logique, une question froide et silencieuse gravée dans le permafrost éternel. Le silence peut être trompeur. En 1922, sur une ferme isolée en Bavière à Hinterkaifeck, le silence a été rompu de la manière la plus brutale. Quelques jours avant la tragédie, la famille Gruber vivait dans un état de peur silencieuse et inexplicable. Ils entendaient bientôt des pas dans le grenier, trouver des traces dans la neige menant à la maison, mais pas en retour, et les clés disparaissaient, manquant. Ils ressentaient la présence invisible de quelqu'un. Puis cette présence s'est manifestée. Une nuit, quelqu'un s'est armé d'une houe et a méthodiquement tué les 6 habitants de la ferme. Les propriétaires sont leur fille en âge de 2 petits-enfants et une nouvelle servante qui était arrivée à la ferme seulement quelques heures avant sa mort. Mais le plus terrifiant dans cette histoire n'est pas le massacre lui-même, mais ce qui s'est passé après. Le tueur ne s'est pas enfui, il est sans en rester. Pendant plusieurs jours, il a vécu dans une maison pleine de cadavres. Les voisins voyaient de la fumée sortir de la cheminée, quelqu'un alimentait le bétail et le chien, quelqu'un mangeait dans la cuisine et dormait dans le lit des propriétaires. Lorsque les voisins, inquiets au large de la longue absence des Gruber, sont finalement entrés dans la maison, ils ont découvert un bain de sang. La police a interrogé des centaines de personnes, mais n'a jamais trouvé ni le tueur ni un mobile clair. Le criminel, comme s'il était apparu de nulle part, a accompli son rituel sanglant et s'est évaporé, laissant derrière lui une question glaçante qui était ce monstre qui n'a pas seulement tué, mais qui a également habité la maison de ses victimes. Au XXIe siècle, nous avons pris l'habitude de croire que rien ne peut disparaître sans laisser de traces. Nous vivons dans un monde de satellites, de radars et de GPS. Mais le 8 mars 2014, cette croyance a été brisée. Le vol MH370, un Boeing 767 avec 239 âmes à bord, a décollé dans le ciel nocturne et a simplement disparu. 38 minutes après le décollage, il a disparu des radars civils. Il n'y a eu aucun signal de détresse, aucun message de problème. Les derniers mots du pilote étaient banals. Bonne nuit Malaysia 370. Et puis le silence. L'enquête qui a suivi s'est transformée en un cauchemar surréaliste. Les radars militaires et les données satellites ont montré que l'avion n'était pas tombé. Il a fait demi-tour, a effectué plusieurs manœuvres étranges et a volé encore pendant 7 heures s'enfonçant de plus en plus dans l'océan Indien jusqu'à devenir un fantôme numérique.
la plus grande opération de recherche de l'histoire, n'a abouti à rien. Comment un gigantesque avion sommé de l'ingénierie a-t-il pu simplement disparaître de la surface de la Terre? Était-ce un détournement sophistiqué, un suicide collectif du pilote, une défaillance catastrophique ayant privé tous les passagers de leur conscience ou quelque chose d'encore plus étrange? Le MH370 n'est pas un accident aérien. C'est une terrible parabole sur la fragilité de nos technologies et sur le fait que même à notre époque de contrôle total, il existe des abysses capables d'engloutir sans laisser de traces 239 vies humaines. L'hôtel Cecil à Los Angeles n'est pas qu'un bâtiment, c'est une cicatrice sur le corps de la ville, un lieu imprégné d'histoires de tueurs en série, de suicides et de morts inexplicables. En 2013, il a ajouté à son sinistre récit un nouveau chapitre viral. La étudiante canadienne Elisa Lam a disparu sans laisser de traces de sa chambre. Les recherches n'ont donné aucun résultat jusqu'à ce que les clients de l'hôtel commencent à se plaindre d'un goût et d'une couleur étrange de l'eau qui coulait des robinets. La vérité s'est révélée plus terrible que toutes les spéculations. Le corps d'Elisa a été retrouvé dans l'un des 4 énormes réservoirs d'eau sur le toit de l'hôtel. Elle était nue et ses affaires flottèrent à proximité. Comment est-elle arrivée là? C'est un mystère. La porte du toit était verrouillée et les trappes des réservoirs étaient trop lourdes pour qu'une fille aussi frêle puisse les ouvrir et les fermer de l'intérieur. Mais le véritable cœur de ce cauchemar était la dernière vidéo de la caméra de surveillance dans l'ascenseur. On y voyait Elisa agir de manière extrêmement étrange. Elle se cachait comme si elle fuyait quelqu'un, gesticulait en parlant à un interlocuteur invisible, sortait et rentrait tandis que l'ascenseur restait immobile avec les portes ouvertes ne réagissant pas aux pressions des boutons. La version officielle était un accident causé par un trouble bipolaire. Mais la vidéo raconte une autre histoire. Une histoire de terreur authentique d'une rencontre avec quelque chose ou quelqu'un que la caméra n'a pas capté. Et sur la façon dont l'obscurité du vieil hôtel a englouti une autre âme laissant derrière elle seulement des questions troublantes et un goût de mort dans l'eau du robinet. À l'approche de la Seconde Guerre mondiale, avant même que la première bombe ne tombe, une vague de terreur silencieuse sanctionnée par le gouvernement a déferlé sur la Grande-Bretagne. Un pamphlet officiel intitulé « Conseil aux propriétaires d'animaux » en a été publié. Son contenu était simple et monstrueux. En cas de guerre, la nourriture viendrait à manquer et les animaux souffriraient des bombardements. Par conséquent, la solution la plus humaine était de les euthanasier à l'avance. Ce n'était pas un caprice, mais un calcul froid et rationnel. Et la nation s'est soumise. Des centaines de milliers de propriétaires aimants ont conduit leurs chiens-chats et autres animaux de compagnie chez le vétérinaire. Les files d'attente s'étirèrent sur des pâtés de maison. En une semaine, environ 750 000 animaux domestiques ont été euthanasiés. Ce n'était pas de la cruauté, mais une tragédie née de la peur et du sens du devoir. Les gens pleuraient en serrant leurs animaux bien-aimés une dernière fois, croyant qu'ils les sauvaient d'un sort pire. Ce grand nettoyage est l'une des blessures les plus dissimulées de la société britannique. Il montre à quel point la civilisation peut facilement céder la place à la peur primitive, et comment les actes les plus monstrueux peuvent être commis avec les meilleures intentions, laissant derrière eux un silence assourdissant et un vide dans les maisons où hier encore résonnait le joyeux aboiement. En décembre 1948, sur la plage de Somerton, en Australie, les vagues ont échoué sur le rivage quelque chose de plus mystérieux que n'importe quel mystère marin, le corps d'un homme impeccablement vêtu. Il n'avait sur lui aucun document. Toutes les étiquettes de ses vêtements avaient été coupées, personne ne pouvait l'identifier. L'autopsie n'a révélé aucune cause de décès, ni poison, ni blessure. Il a simplement cessé de vivre, mais la chose la plus étrange était cachée dans une poche secrète de son pantalon. Un petit morceau de papier avec 2 mots, Tamam Shud, qui en persan signifie Daeli Mimeit. Puis terminé, ce morceau avait été arraché d'une édition rare du Rubaiyat d'Omar Khayyam. Peu après, la police a retrouvé le livre lui-même abandonné dans la voiture de quelqu'un. À sa dernière page, un étrange code écrit à la main que les meilleurs cryptographes du monde ne peuvent toujours pas déchiffrer aujourd'hui. Qui était cet homme? Un espion de la guerre froide, éliminé sans laisser de traces. Un amoureux malheureux? Des tests ADN récents ont supposément établi son identité. Un certain Carl Webb, mais ce nom n'a répondu à aucune question. Que signifie le code « Pourquoi était-il mort »
Et qu'est-ce qui a été terminé ce jour de décembre sur cette plage déserte? L'homme de Somerton n'est pas qu'une affaire non résolue. C'est le mystère parfait. Un rébus humain laissé par l'histoire sans clé pour le résoudre. En 1872, un navire fantôme a été trouvé dans l'océan Atlantique. La Marie Céleste dérivait sous voile pleine en parfait état. La cargaison des milliers de fûts d'alcool n'avait pas été touchée. Dans les cabines se trouvaient des effets personnels de l'équipage, une boîte à huile sur la machine à coudre et dans la cabine du capitaine des jouets pour enfants. Tout était à sa place sauf les gens. 10 personnes, le capitaine, sa femme, leur fille de 2 ans et 7 membres d'équipage avaient disparu sans laisser de traces. La seule chose manquante était le canot de sauvetage et les instruments de navigation. La dernière entrée dans le journal de bord avait été faite 10 jours auparavant et ne contenait rien d'inquiétant. Le temps était clément, ce qui aurait pu pousser 10 personnes au milieu d'un océan calme à quitter en hâte un navire parfaitement en état et sûr. Des pirates, une mutinerie, une créature marine. Ou peut-être que des vapeurs d'alcool dans la cale ont provoqué une panique et l'équipage, craignant une explosion, a temporairement pris le canot mais n'a jamais pu revenir. Aucune théorie n'explique l'absence totale de signes de lutte ou de panique. La Marie Céleste est le mystère maritime parfait. Le navire est une scène où une sorte de drame a été joué mais tous les acteurs ont disparu en plein acte, laissant les spectateurs dans un éternel questionnement. Dans les archives les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale, parmi les théories encore sur les armes secrètes et les rituels cultuels, se cache une théorie particulièrement troublante. Il s'agit d'une photographie prétendument trouvée en 1945 dans une base secrète nazie. Elle montrerait une rencontre entre des hauts responsables SS et des êtres d'origine extraterrestre. C'est une photo granuleuse et controversée du carburant pour une théorie conspirationniste sur un pacte extraterrestre. Un régime désespéré, perdant la guerre sur tous les fronts, aurait-il pu conclure un accord avec des forces au-delà de notre compréhension, en échange de technologies ou d'un chemin vers le salut, ou n'est-ce qu'une habile falsification d'après-guerre jouant sur notre fascination pour les mystères du Troisième Reich, examiner l'image? La forme pourrait être réelle, mais qu'en est-il des visages, et pas seulement humains? Était-ce le dernier, le plus fou des gambits d'Hitler, ou juste un autre mythe né dans la fumée de la défaite? À vous de décider. En 1820, la réalité s'est révélée plus terrifiante que n'importe quel mythe maritime. Le baleinier Essex a été attaqué et coulé par un gigantesque cachalot, un événement si incroyable qu'il a inspiré le roman Moby Dick. 20 marins survivants se sont retrouvés dans 3 minuscules canots au milieu de l'immensité de l'océan Pacifique. Ils avaient presque pas de nourriture ni d'eau. C'est ainsi que leur immersion de 90 jours dans l'enfer a commencé. D'abord, ils ont mangé leurs camarades décédés. Puis, lorsque la mort par famine est devenue trop lente, ils ont commencé à tirer au sort. Le perdant devait être tué et mangé pour que les autres puissent survivre quelques jours de plus. La civilisation, la morale, l'humanité, tout cela a été emporté par l'eau salée et brûlé par le soleil impitoyable. Il ne restait qu'un instinct, survivre à tout prix. Sur 20 personnes, seules 8 ont survécu, mais leurs âmes étaient à jamais mutilées par ce qu'elles avaient dû voir et faire. L'histoire de l'Essex n'est pas un récit de lutte contre la mer. C'est une exploration glaçante de la mince frontière qui sépare l'homme de la bête et de la facilité avec laquelle elle peut être franchie lorsque la vie est en jeu. En 1971, le sous-sol de l'université de Stanford s'est transformé en laboratoire d'études du mal. Le psychologue Philippe Zimbardo voulait en comprendre comment les rôles sociaux influençaient le comportement humain. Il a recruté un groupe d'étudiants ordinaires et en bonne santé mentale et les a divisés au hasard en prisonniers et gardiens dans une prison improvisée. L'expérience prévue pour 2 semaines a dû être arrêtée après 6 jours car l'enfer s'était libéré. Les étudiants gardiens revêtus d'uniformes et armés de matraques se sont transformés. Les pacifistes d'hier sont devenus des sadistes raffinés. Ils se moquaient des prisonniers, les privaient de sommeil, les forçaient à exécuter des ordres humiliants, les incitaient à se battre les uns contre les autres. Les prisonniers chamarins, à leur tour, se sont effondrés. Ils sont devenus passifs, déprimés. Certains ont subi des crises nerveuses. Le pire, c'est que ce n'était pas un jeu. Les gardiens prenaient un plaisir sincère à leur pouvoir, tandis que les prisonniers ressentaient une véritable peur et un désespoir. L'expérience de Stanford est un miroir effrayant, montrant que le monstre ne vient pas de l'extérieur.
Il sommeille en chacun de nous et pour le réveiller, il suffit parfois de donner un peu de pouvoir et un uniforme à une personne. Il existe des peurs qui résident profondément dans notre subconscient, et l'une des plus anciennes est celle d'être enterré vivant. Pour Octavia Hatcher en 1891, cette peur est devenue réalité. La jeune femme accablée par le chagrin après la mort de son petit garçon est tombée dans une étrange maladie semblable au coma. Les médecins ont constaté la mort. Dans le climat chaud du Kentucky, les funérailles ont été rapidement organisées, mais bientôt des rumeurs ont commencé à circuler dans la ville. D'autres personnes souffrant de la même maladie de sommeil se sont réveillées. Saisi d'une terrible intuition, le mari d'Octavia a demandé une exhumation. Ce qu'ils ont vu en ouvrant le cercueil était plus terrifiant que n'importe quel cauchemar. La doublure intérieure du cercueil était égriffée et déchirée en morceaux. Les ongles d'Octavia étaient encassés et ensanglantés. Sur son visage se lisait un masque d'horreur indicible. Elle s'était réveillée dans l'obscurité étroite et étouffante à 6 pieds sous terre. Elle criait, se débattait, essayait de s'échapper jusqu'à ce que l'air vienne à manquer. Sa seconde mort fut celle de l'étouffement dans sa propre tombe. Cette histoire n'est pas simplement une légende urbaine, c'est un cas documenté où un cauchemar primitif s'est matérialisé. Le 26 avril 1986, l'humanité a plongé dans l'abîme. L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl n'était pas seulement un accident. C'était une évasion d'un ennemi invisible, inaudible et impitoyable, la radiation. Les premiers à entrer en lutte contre cet ennemi furent les pompiers. Ils ne savaient pas qu'ils marchaient seulement vers une mort certaine. Ils éteignaient le feu se tenant sur le toit du réacteur, inhalant la poussière radioactive et recevant des doses d'oxyhydrolysine des milliards de fois supérieures à la dose mortelle. Dans les jours et les semaines qui suivirent, ils moururent dans d'atroces souffrances, leur corps se décomposant littéralement vivant. Le gouvernement soviétique a tenté de cacher l'ampleur de la catastrophe. Alors qu'en Europe, on tirait la sonnette d'alarme, la ville de Pripyat menait une vie normale encore pendant 36 heures. Les enfants jouaient dans les rues, inhalant un air mortel. L'évacuation a été tardive. Tchernobyl est une non-histoire non seulement de catastrophe technologique, mais aussi de mensonges qui tuent aussi bien que la radiation. La zone d'exclusion, avec ses villes abandonnées et sa nature sauvage, est un monument éternel à l'arrogance humaine et au prix que nous devons payer lorsque nous tentons de dompter des forces que nous ne comprenons pas entièrement. La nuit de Noël 1945, un incendie a éclaté dans la maison de la famille Soder en Virginie-Occidentale. Les parents George et Jenny et leurs 4 enfants ont réussi à s'échapper, mais 5 d'entre eux, Maurice, Martha, Louis-Jenny et Betty, sont restés à l'intérieur. La maison a été réduite en cendres, mais lorsque les décombres se sont refroidis, les pompiers n'ont trouvé rien, ni os ni fragments de corps. La version officielle affirmait que les enfants avaient brûlé complètement, mais les parents n'y croyaient pas. Il y avait trop d'étrangeté. L'escalier, qui était toujours à l'extérieur de la maison, avait disparu. La ligne téléphonique avait été coupée. L'un des fils survivants avait vu un étranger observant l'incendie. La famille à Soder était convaincue que leurs enfants ont été enlevés et que l'incendie n'était qu'un écran de fumée. Pendant des décennies, ils ont cherché leurs enfants, installant un énorme panneau publicitaire avec leurs photos et une promesse de récompense. Un jour, ils ont reçu par la poste une photo d'un jeune homme ressemblant de manière frappante à leur fils Louis, désormais adulte. Mais ils n'ont jamais pu le retrouver. L'histoire des enfants Soder est un trou béant dans le cœur de la famille. Ce soir fatidique au théâtre Ford. La balle de John Wilkes Booth n'a pas seulement tué Abraham Lincoln, elle a déclenché un lent déclin de 2 décennies de l'âme du major Henry Redbourn. Il était assis dans une loge à côté du président et de sa femme. Elle a été le premier à se jeter sur l'assassin et a reçu un coup de couteau profond. La blessure physique a guéri, mais la blessure spirituelle a continué à suppurer. Redbourn n'a jamais pu se pardonner de ne pas avoir sauvé le président. Le sentiment de culpabilité, mêlé à un stress post-traumatique, s'est transformé en paranoïa et en folie. Il voyait des complots, entendait des voix. La tragédie du théâtre le hantait, comme un fantôme. Ce fantôme l'a suivi à travers l'Atlantique lorsqu'il a été nommé consul en Allemagne. Et là, à la veille de Noël 1883, à presque 20 ans après l'assassinat de Lincoln, la folie l'a finalement englouti. Dans un accès de rage, il a tué sa femme, Clara, celle qui était avec lui,
dans la loge ce soir-là, puis a tenté de se suicider. Il a survécu et a passé le reste de ses jours dans un hôpital psychiatrique pour criminels. L'histoire de Henry Redbourn est un épilogue terrifiant à l'une des tragédies les plus célèbres, un rappel que la violence a un écho qui peut résonner pendant des décennies et emporter de nouvelles vies. Dans la Nouvelle-Zélande victorienne, pour une femme, donner naissance à un enfant hors mariage équivalait à un suicide social. Et dans cette atmosphère de honte et de désespoir, Minnie Dean est apparue, offrant une solution. Elle était une fermière d'enfants, prenant soin des bébés non désirés, moyennant une rémunération. Pour les mères désespérées, elle était une salvatrice. En réalité, elle était une tueuse en série. Sous couvert de soins, elle a créé un convoi de la mort. Les bébés qui lui étaient confiés disparaissaient simplement. Le taux de mortalité infantile élevé à l'époque lui a permis d'échapper longtemps aux soupçons. Mais finalement, le nombre de disparitions est devenu trop grand pour être ignoré. Son arrestation a été prosaïque et horrible. À la gare, un constable l'a arrêté et a découvert qu'un corps de bébé se trouvait dans sa boîte à chapeau et dans le jardin de sa maison. Plusieurs petites tombes ont été trouvées. Minnie Dean est devenue la seule femme exécutée en Nouvelle-Zélande. Son histoire n'est pas simplement celle d'une maniaque, c'est celle de l'hypocrisie d'une société qui, en condamnant les mères célibataires, a engendré un monstre transformant le soin maternel en un business mortel. Dennis Nielsen était un fonctionnaire londonien silencieux et insignifiant que ses voisins considéraient comme poli et un peu renfermé. Personne n'aurait pu imaginer que derrière la porte de son modeste appartement se cachait un théâtre d'horreur nécrophile. Pendant 5 ans, Nielsen attirait chez lui de jeunes hommes vulnérables, sans-abri étudiants touristes. Il leur offrait à boire, à manger et un lit pour la nuit. Puis il les tuait, mais la mort n'était pas la fin. Pour Nielsen, elle n'était que le début. Il conservait les corps de ses victimes pendant des semaines. Il les lavait, les habillait, les installait à ses côtés devant la télévision, leur parlait. Il cherchait dans les corps morts la compagnie qui lui manquait tant dans la vie. Lorsque les corps commençaient à se décomposer, il les dépçait, faisait descendre les petites parties dans les toilettes et faisait bouillir les plus grosses pour séparer la chair des os qu'il cachait sous les planches du sol. Son empire s'est effondré pour une raison prosaïque, les canalisations se sont bouchées. Lorsque les plombiers ont découvert des restes humains dans les tuyaux, la police est venue voir Nielsen. Il n'a pas tenté de nier et a calmement parlé de toutes ses 12 voire 15 victimes. L'affaire Nielsen choque non seulement par sa brutalité, mais aussi par sa motivation tragique et tordue. Il était un monstre né de l'abîme de la solitude humaine. L'espace est un silence absolu et une solitude absolue. En 2003, l'astronaute chinois Yang Liwei est devenu le premier homme de son pays à en faire l'expérience. En orbite dans son vaisseau Shenzhou 5, il a soudain entendu quelque chose d'impossible, un coup. Un coup clair et rythmique sur la coque du vaisseau, comme si quelqu'un ou quelque chose à l'extérieur essayait d'attirer son attention. Il a regardé par le hublot. Autour, il n'y avait que le noir et le silence. Pas de débris, pas d'anomalie. Le coup s'est répété plusieurs fois au cours du vol inexplicable et troublant. Au retour sur Terre, les ingénieurs n'ont pas pu lui trouver d'explication. Plus tard, d'autres astronautes chinois ont signalé des bruits similaires. La théorie scientifique la plus probable est une déformation de la coque du vaisseau due à des variations de température brusques. Mais imaginez un instant que vous êtes la personne la plus seule de l'univers, enfermée dans une capsule métallique, et soudain vous entendez quelqu'un frapper à votre porte. À ce moment-là, toute théorie scientifique semble faible et peu convaincante. Ce coup n'était pas une menace physique, mais une terreur psychologique, un murmure venu de l'abîme qui rappelle à quel point nous sommes petits et seuls dans cet espace infini. En 1981, un crime a eu lieu à Paris qui a repoussé les limites de la compréhension de la cruauté humaine. L'étudiant japonais Issei Sagawa a tiré sur sa camarade de classe René Hartevelt, a profané son corps, puis a mangé des morceaux de celui-ci pendant 2 jours, documentant le processus avec un appareil photo. Lorsqu'il a été arrêté en tentant de se débarrasser des restes, il semblait qu'il allait purger une peine de réclusion à perpétuité. Mais l'histoire a pris un tournant encore plus monstrueux. Sagawa, à ses collages, a été déclaré irresponsable et au lieu de la prison, envoyé dans un hôpital psychiatrique en France. Ensuite, il a été expulsé vers le Japon où, en raison de failles juridiques, il a été déclaré responsable mais non poursuivable pour un crime commis dans un autre pays. Il a retrouvé la liberté et est devenu une célébrité.
Il a écrit des livres dans lesquels il détaillait son crime. Il a joué dans des films, donné des interviews, tenu des chroniques culinaires et dessiné des mangas. La société ne l'a pas seulement pardonné, elle a été fascinée par lui. Elle a transformé un cannibale et un meurtrier en une célébrité excentrique. L'histoire d'Issei Sagawa est la conclusion la plus troublante. Cette histoire ne parle pas seulement d'un monstre, mais aussi de la faillite morale d'une société prête à donner à ce monstre une scène, un micro et des applaudissements. L'horreur ne réside pas dans ce qu'il a fait, mais dans ce que nous lui avons permis de faire après cela. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode. Votre soutien, votre like et votre abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.